Harry Image, vous servir est notre désir. Également les dames d'honneur qui ont honoré à leur invitation. Est-ce qu'on peut applaudir les dames d'honneur? Madame la trésorière dynamique, je vais vous voler un peu votre qualification. Miss Fond. Bonsoir tout le monde. Vous êtes bien? Et soyez la bienvenue. Merci. DJ Max, tu es platine. Les mots me marquent. Également, je suis en joie, les mots me marquent. Ne pleure pas. Alors, filmez, c'est quoi? Je vous souhaite encore la bienvenue. Et je vous aime bien encore. Moi, c'est DJ Bonsou Maxime Élysée, alias DJ Max. La trésorière de Dames Solidaires. Et je pense que parmi vous, Sur ces deux cancers, retenons que le cancer du sein est le premier cancer chez la femme. Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer chez la femme. Comment est-ce qu'ils sont, on saura qui ils sont et comment les prévenir. On remercie encore le docteur Kuda qui nous a honorés. Merci docteur. Avec vous, on sait qu'on apprendra encore plus. C'est toujours bien de sensibiliser pour sauver des vies, n'est-ce pas? On remercie les dames solidaires pour cette très belle initiative. Des applaudissements encore pour les dames. Bonsoir à toutes mesdames. Vous êtes très en beauté ce soir. Merci. Par cette occasion, je découvre les dames solidaires et je dis merci pour cette opportunité qui m'est donnée encore aujourd'hui de présenter la prévention des cancers, cancer du sein, cancer du col de l'utérus, cancer des ovaires, cancer de l'endomètre. Toujours. La prévention, c'est la clé. Donc, pour y aller avec une question qui m'est en tête depuis, qui a fait son frottis cette année? Son frottis, examen de dépistage cancer du col de l'utérus. Combien de personnes dans la salle? Ce soir, on va parler du cancer du sein. C'est une causerie éducative. J'ai noté ce que vous m'avez déjà dit. Tout au long de la conversation, vous allez noter vos questions, on va discuter, on va échanger, on va rire et on va sortir d'ici toutes autant que nous sommes enrichis. Donc, pour vous parler de cela, on va y aller avec des généralités qui vont présenter la définition des cancers, qui ont perdu la capacité de s'arrêter, de proliférer. Et donc, lorsqu'elles rencontrent les cellules du tissu voisin, elles envahissent ce tissu-là et ensuite se déplacent vers le sang pour aller dans les autres organes. N'importe quel tissu peut être atteint, que ce soit même des cancers liquides, donc des cancers du sang et des cancers solides. Stratégie de prévention et de lutte contre le cancer du sein qui a pour but d'évaluer, c'est-à-dire de ressortir les principaux cancers de la population camerounaise, le nombre de nouveaux cas de ces cancers chaque année, les stratégies de traitement qui ont été mises en place et quels sont les résultats qu'on a obtenus. Ainsi, on sait si on a 100 malades de cancer, 65 sont partis. Donc, les cancers les plus représentés au Cameroun, tous sexes confondus. Le premier, c'est le cancer du sein. En 2018, il avait une incidence de 3265 nouveaux cas, avec 1780 décès la même année. Il est suivi en deuxième lieu par le cancer du col de l'utérus, qui en 2018 a eu une incidence de 2349 cas. Pour ceux qui se posent la question, en troisième position, on a le cancer de la prostate, donc les hommes ne sont pas si, ils sont tout juste derrière nous. National de cancer,
a signalé une incidence de 4170 nouveaux cas de cancer du sein. C'est-à-dire qu'en 2018, on avait 3265 cas. En 2021, on a 4170 cas. Donc, c'est une maladie. L'incidence augmente au fil des années. Associé à un coût important et une altération de la qualité de vie du patient et de l'entourage, 76 000 femmes sont décédées de cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce que c'est? Que faire pour se protéger? Comment le faire? On commence par le cancer du sein. C'est une croissance incontrôlée des cellules mammaires devenues anormales. Et je vais aller donc de haut en bas. Chez un homme, au niveau de sa poitrine, qui produisent le lait. Et on a les canaux qui sont les cellules qui permettent de recueillir et d'éjecter le lait. Ça nous fait. Et donc, à travers les vaisseaux sanguins que vous voyez en bleu et en rouge là derrière, il y a envahissement vers le tissu de voisinage. Cancer du sein. Le premier facteur de risque, parmi les facteurs de risque non modifiables, parce qu'il y en a qui sont non modifiables, on ne peut rien contre cela, et les facteurs de risque modifiables. Le premier élément des facteurs de risque non modifiables, c'est donc l'âge. La littérature parle d'un âge supérieur à 50 ans. Mais ici, je vais vous choquer en vous disant qu'en Afrique, pour les populations afro-descendantes américaines et toutes les populations noires en général, on fait des cancers du sein plus tôt, cancer du sein chez la femme. Et l'étude du rapport national de l'Observatoire national des cancers a remarqué que, à l'avant-dernière ligne là, quand vous voyez les tumeurs malignes du sein, l'âge majoritaire de survenue se situe entre 25 et 49 ans, où on a 56,7% de survenue des cancers de sein. Ce qui fait donc que dans nos pays, chez les populations afro-descendantes, l'âge fixé pour la réalisation de sa première mammographie a été ramené à 40 ans, qui est donc l'âge arrêté comme facteur de risque de cancer du sein. Je vous ai parlé de l'obésité qui entraîne une inflammation chronique permanente dans l'organisme et qui crée un terrain de stress oxydatif permanent. Ensuite, on va parler des symptômes du cancer du sein. La première chose à savoir, c'est que en général, au stade précoce, il n'y a pas de symptômes. Au stade précoce, il n'y a pas de symptômes. Peut-être vous alliez sous la douche, vous palpez les seins comme Madame Tchessa l'a dit, vous palpez vos seins, vous avez tout simplement remarqué soit quelque chose de différent. Parfois, c'est même totalement subjectif. Une autre fois, même, vous allez tout simplement à votre visite systématique annuelle. Et puis, puisque vous avez 40 ans, puisque vous avez 45 ans et que vous n'avez jamais fait de mammographie, votre gynéco vous demande une mammographie et là, on découvre la lésion. Lorsque les symptômes qui sont là à l'écran sont déjà présents, en général, on est déjà à un stade un peu plus avancé. Donc, c'est la rougeur de la zone avec cet aspect caractéristique d'une peau d'orange. L'orange qui a couleur de pointillé, c'est la 5e image en bas sur la deuxième avancée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dépister au stade le plus précoce possible. Il faut absolument éviter de se retrouver ici. Donc, quelles sont les méthodes de dépistage et de diagnostic du cancer du sein que nous avons? C'est l'auto-examen de sein en premier. Ensuite, le diagnostic radiologique qui est la mammographie. Et puis le diagnostic histologique. L'auto-examen de sein. Tout à l'heure, on en parlait. Et tout à l'heure, on a suggéré que je le
je le fasse ou que je demande à une volontaire de le faire. En fait, non. Pour des raisons de pudeur, on ne va pas demander à une dame de se mettre devant nous et d'enlever son soutien. Je vais vous expliquer toutes les étapes à suivre. Vous allez regarder vos seins. Quand vous entrez pour prendre votre douche, vous allez enlever tous vos vêtements. Vous vous placez devant le miroir. La première position, on se place les bras le long du corps et on regarde ses seins. Tenons compte aussi du fait que chez l'un de femmes en général, elle a un sein plus gros que l'autre. Donc il faut noter les différences nouvelles, les différences inhabituelles de la taille, de la couleur, de la forme. Ensuite, on lève les deux bras vers le haut. On regarde, lorsqu'on a la position comme ceci, sous le coup de la gravité, il y a peut-être des bosses qu'on ne va pas remarquer. Lorsqu'on lève les bras vers le haut, on fait tendre le muscle, ça va faire apparaître s'il y a des voussures, s'il y a des déformations, vous allez le voir. Ensuite, vous prenez une main, vous palpez le creux de votre aisselle, vous palpez le creux de l'aisselle suivante. Maintenant donc, vous êtes debout, vous avez la main sur le sein, vous prenez de palpation avec le plat de la main. Il y a deux façons de le faire. Soit vous le faites cadran par cadran en allant vers le centre. Donc quand on se met sur le cadran externe en haut aussi, on se palpe comme ça en allant vers le centre. On prend le cadran suivant en allant vers le centre. On fait la même chose en allant vers le centre. Maintenant, certaines vont nous dire qu'elles ont de poitrine généreuse. Vous pouvez faire donc de façon circulaire aussi. Et lorsque vous avez terminé cette étape debout, vous vous couchez, comme Mme Tussa l'a dit, vous refaites la palpation à la position couchée. Ensuite, vous exprimez le mamelon pour voir est-ce qu'il n'y a pas un écoulement nouveau. Or, allaitement, que ce soit de lait, que ce soit de sang, que ce soit de pus, que ce soit n'importe quel liquide anormal qui s'écoule par là. Puis encore, si vous remarquez quelque chose dans les selles, vous allez sur Internet, on va vous raconter des trucs et des trucs et des trucs qui vont vous faire paniquer. Ou alors vous allez le dire à une personne d'une certaine expérience, elle va vous dire que c'est l'abcès, il faut vous amener tel endroit qu'on va percer, c'est comme ça qu'on tourne, on tourne. Ce qui n'était même qu'un fibrome bénin peut devenir un truc qu'on a traumatisé, on est en train de faire des pansements et tout et tout et tout. Si vous palpez une anomalie, direction l'hôpital. Si à la palpation est couplée à vos informations cliniques, votre âge et tout, le médecin estime que c'est une anomalie bénigne, il va vous demander une échographie pour vous rassurer. S'il estime que c'est une anomalie à risque et que votre âge le permet, il va demander une mammographie. S'il estime que c'est même une anomalie à risque, même si vous êtes toute jeune, et qui pense la mammographie à sa place, il va lui demander la mammographie. Donc, ce qui fait que le deuxième examen ou le deuxième moyen de dépistage du cancer du sein, c'est la mammographie bilatérale. Donc, je l'ai dit à l'annonce tout à l'heure, à partir de 40 ans, il faut faire une mammographie. On est africain, on a de la mastose, c'est-à-dire qu'on a des seins denses parfois. On a l'impression d'avoir 15, 16 boules dans le sein et tout et tout. Ce sont des caractéristiques génétiques qui font que parfois, les Africains font des cancers plus actifs. À partir de 40 ans, il faut faire une mammographie bilatérale systématique, qu'on ait un problème ou pas. Si on n'a pas de problème et que dans notre famille, on a une soeur ou une tante qui a eu un cancer du sein, on fait cette mammographie à 35 ans. Si on a eu un cancer du sein qui a été déclaré guéri, on fait cette mammographie tous les ans. Si on n'a pas de problème et qu'on a fait la mammographie une fois, on la renouvelle après 2 ans. Lorsque la mammographie trouve une lésion qu'elle identifie comme étant probablement maligne ou alors indéterminée ou alors totalement maligne, il faut faire une biopsie
et pousser des examens pour aller regarder la nature de la tumeur. Est-ce que ça va réagir à tel ou tel autre traitement? Est-ce que, donc on fait une biopsie avec analyse cytopathologique. Ensuite, lorsque vous avez un cancer déclaré, il y a tout un bilan d'extension qu'on fait qui est un peu lourd, un peu déroutant, surtout parce que on vient de vous annoncer que vous avez tel problème, on vous balance un bilan de près de 12 examens à faire pour qu'on puisse démarrer le traitement. Donc, l'auto-examen de SEM, c'est la base. C'est la chose à faire pour éviter de se retrouver à un certain stade. Perdre 15 kilos, pratiquer une activité physique régulière. La durée recommandée est de 30 minutes de marche 5 fois par semaine. Ce qui fait que si vous avez une activité de marche de 150 minutes répartie sur 5 jours de la semaine, vous avez fait l'activité physique qui va apporter de la santé à votre organisme. Vous pouvez le faire le soir, marcher 30 minutes, 17h à 17h30. Il y a des patientes qui choisissent souvent de rentrer du travail à pied. Il y a d'autres qui préfèrent la salle de sport qui est juste tout à côté. Il y a des personnes qui préfèrent marcher ou courir à 20h. Faire ces 30 minutes, ça apporte des hormones positives, ça détruit les radicaux libres et les toxines accumulées. Il faut limiter la consommation d'alcool, limiter la consommation de tabac. Il y a une chose très importante que je n'ai pas mentionnée jusqu'ici, c'est notre alimentation telle qu'elle est aujourd'hui. Je préfère qu'on en parle dans la causerie tout à l'heure. Après la prévention primaire qui consistait donc à éviter tous ces facteurs de risque, il y a la prévention secondaire qui est donc l'auto-examen de SEM pour dépister les lésions perceptibles de plus d'1 centimètre et la mammographie à partir de 40 ans pour dépister les lésions qui ont moins d'1 centimètre. Parce que certaines personnes, quand elles arrivent à l'hôpital, elles n'ont certes aucun problème. Quand on va lui dire, vous avez 53 ans, madame, vous n'avez jamais fait de mammographie. Elle va dire, mais donc vous avez palpé, vous n'avez rien vu, non. La palpation, l'auto-examen de SEM, ça retrouve des lésions qui ont une certaine taille. Alors que la mammographie, des lésions infrasymétriques, de toutes petites lésions, sont dépistées. Et je vous ai rappelé, si vous avez une soeur, une cousine maternelle, une tante qui a fait un cancer du sein, votre mammographie se fait à 35 ans. Merci. Merci déjà, docteur, pour cette brillante présentation qui nous a permis de comprendre exactement quelles sont les causes et le traitement des cancers du sein et col de l'utérus. Ma question est de savoir, lorsque vous avez énuméré les causes, parce que généralement on dit la femme, quand elle dort, elle doit enlever le soutien. J'aimerais savoir quel est l'impact de porter le soutien toute la journée. Est-ce que ça peut entraîner, ça peut être une cause de cancer du sein? Et également savoir, est-ce qu'il y a des types de soutien que les femmes devraient aborder pour éviter cette maladie-là? Des amis dynamiques. Merci d'être là. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et d'avoir appris. Ma question est de savoir, donc, généralement, on dit la nature a horreur du vide. J'aimerais savoir si, parce que j'ai une connaissance elle a conçu à plus de 38 ans, 40, 41 ans. C'est après son accouchement, au moment d'allaiter l'enfant, qu'elle s'est rendue compte que quand elle allaitait l'enfant, elle avait des douleurs. Au départ, on l'a fait comprendre que c'était normal, c'est naturel, parce que elle venait après de commencer. Mais sauf que ça s'est accentué. Le sein a continué à prendre du volume, et puis elle est donc allée à l'hôpital. C'est quand elle arrive à l'hôpital qu'on fait comprendre qu'elle a eu du cancer. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que ce n'est pas le fait qu'elle ait eu à concevoir tard qui a aussi
provoqué ça? Ça, c'est ma première question. Maintenant, est-ce que aussi le fait que parfois, nous, les femmes, généralement, on a souvent parfois du mal à l'été et le sein gonfle et puis s'arrête. Est-ce que ça aussi n'est pas aussi parfois une cause du cancer? Et comme vous avez dit qu'en Afrique, le cancer du sein est le plus répandu, c'est ça qui touche le plus. Est-ce que ce n'est pas le fait que les mamans d'avant, par exemple, avaient pour habitude de masser les seins, les jeunes filles? Est-ce que ça fait aussi partie de ces causes-là? C'est ma question, merci. Je voudrais savoir, vous avez cité les causes du cancer des seins, c'est plus lié aux femmes. Je voudrais savoir ce qui cause les cancers des seins aux hommes, chez les hommes, pardon. Quelles sont les causes du cancer du sein chez les hommes? Et quelle est aussi la conduite de tenir chez les hommes, la conduite à tenir pour éviter le cancer du sein chez les hommes? Merci. Les soutiens-gorge qui sont le plus présents sur le marché sont souvent synthétiques, rembourrés, avec du fer. Parfois, ça nous comprime vers le bas pour pouvoir un effet de beauté. Et on passe toute la journée avec. À la longue, on remarque qu'on a des traits noirs en dessous. Il y a de la peau qui s'effrite, il y a une chaleur et des malaises. C'est pour ça qu'on dit de ne pas dormir avec le soutien. Parce qu'en fait, cette compression-là empêche aussi la vascularisation parce que les vaisseaux sanguins sont comprimés. Ça empêche une bonne vascularisation du sein qui, à la longue, peut entraîner un stress sans que ce soit prouvé que c'est un rapport avec le cancer. Donc c'est un peu une fausse croyance, du tout éviter toutes les réactions cutanées qui sont liées au port permanent de ces soutiens rembourrés avec du fer et en plastique. Donc est-ce qu'il y a des soutiens-gorge qui sont à conseiller? Je ne sais pas quel nom leur donner, mais il y a des soutiens qui sont des fibres sans doublure. Dans la vie génitale prolongée, il y a le fait d'être exposé chaque mois à des hormones, chaque mois à ces cycles menstruels. Lorsqu'on est enceinte, ça fait 9 mois de repos qui sont en réalité 9 mois de repos pour les seins et pour les ovaires. Donc la grossesse est protectrice du cancer du sein et du cancer des ovaires directement, qui est également la même chose. L'allaitement est protecteur du cancer du sein. Madame la Présidente parlait du cancer du sein des hommes. C'est une question importante parce qu'on se dit souvent qu'ils ne sont pas atteints. Les hommes possèdent des lobules. Les lobules, ce sont les cellules en grappe qui sont comme ça de partout. Les hommes possèdent des lobules et les hommes peuvent faire des cancers de sein qui sont des carcinomes lobulaires, pendant que les femmes possèdent des lobules et les canaux. La gamète de l'homme possède ces cellules-là. Et les hommes possèdent donc ces lobules, ils ne possèdent pas de canaux. Donc lorsqu'un homme fait un cancer du sein, c'est en général un carcinome lobulaire qui peut être invasif ou non. Comment est-ce qu'un homme fait un cancer du sein? Le sein, le tissu mammaire en fait se modifie surtout sous l'action des oestrogènes, et ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Pour ceux qui viennent de l'étranger en entendent parler à longueur de journée. Tout ce qu'on mange de chimie, tout ce qu'on mange de soda, tout ce qu'on utilise comme poêle avec des couches rajoutées qui, en fait, lors de la cuisson, envoient de petites molécules toxiques dans nos repas. Ces molécules-là vont aller dans le sang, mimer les oestrogènes et perturber le fonctionnement profond de l'organisme. Et maintenant, donc, quand ce sont des perturbations microscopiques sur le long cours, vous porterez difficilement plainte. Vous allez même vouloir attaquer telle ou telle société de défrisants en justice parce que c'est eux qui ont causé votre cancer du sein. Vous pensez que ce n'est que ça. Vous ne pourrez pas
parce que c'est un gros lobbying, que ce soit ce qu'on mange, que ce soit ce qu'on met sur les cheveux, que ce soit ce qu'on met sur la peau. Parfois même, on vit à côté des sociétés de fabrication de plastique, de tôle, des usines de production. Ce sont des usines qui dégagent en permanence de produits qui vont être des perturbateurs endocriniens. Et puis dans 30, 40 ans, on ne comprend pas pourquoi est-ce que nous, jeunes, on fait plus de cancer alors que nos arrière-grands-parents ne le faisaient pas. Ça me permet de tomber sur la question de est-ce que c'est parce que nos arrière-grands-parents massaient nos seins et que c'est ça qui est responsable du cancer du sein? Il y a un changement générationnel entre nos grands-parents et nous. Nos parents, c'est ceux qui ont connu ce changement. C'est avec eux que sont arrivés les burgers, les sodas et tout ça. Et puis progressivement, il y a eu ce changement de style alimentaire là, qui fait qu'on est passé plus d'une alimentation saine, mais une alimentation lentement toxique. Et c'est pour ça que à 40 ans, ceux qui n'avaient pas de cancer il y a 2 siècles, il y en a aujourd'hui. C'est vrai aussi qu'il y a le fait qu'il y a 2 siècles, on ne comptait pas comme on compte aujourd'hui. On n'allait pas dans les maisons recensées comme on recense aujourd'hui. Masser les seins des jeunes filles entraîne très probablement la mastose, c'est-à-dire qu'on comprime, on empêche de s'oxyder et à la longue, ça fait comme des petites boules qui sont intégrées avec d'autres perturbations endocriniennes de cancer. Il n'y a pas de rapport direct entre le massage du sein et les néos. Ensuite, je pense que j'ai répondu aux 3 questions, aux questions des 3 dames. On prend les 3 suivantes. Bonsoir. Moi, c'est Madame Bangué-Oli et Dame Solidaire. J'aimerais savoir si, après ablation totale du sein, les métastases peuvent encore proliférer dans l'organisme. Ou est-ce qu'il peut avoir un risque de récidive d'un cancer qui, entre guillemets, aurait déjà été traité? Ma troisième question, c'est sur le cancer du col de l'utérus. Si j'ai bien compris, vous avez fait savoir que la jeune fille contractait le virus lors de son premier rapport, donc quand elle se faisait dépuceler. Est-ce que c'est l'homme qui est le porteur sain? Et ça se passe comment? J'ai envie de comprendre. Ça sort d'où? Puisque c'est l'homme qui transmet à la jeune fille. Il a contracté ce virus comment? J'aimerais savoir, merci. Je voudrais savoir en fait, pour quelle raison le cancer du sein, la plupart des décès causés par le cancer du sein, c'est les femmes qui meurent quoi. Pourquoi on n'entend presque pas parler de décès causés par le cancer du côté des hommes? Pourtant, eux aussi, ils sont censés. Ou bien eux aussi, c'est une maladie. Est-ce que c'est pas une maladie aussi qui touche les hommes? Franchement, je ne comprends pas parce qu'elle arrive à 90% des décès causés par le cancer de sein, c'est les femmes. Merci. Je ne sais pas si ça a un lien avec le cancer, mais je ne sais pas si c'est un symptôme. Je voulais que le docteur m'édifie par rapport à ça. Le cas d'une jeune dame aujourd'hui qui a 40 ans et mère de plusieurs enfants. Elle a des symptômes, donc des douleurs au niveau du bas-ventre. Donc elle se rend compte à chaque fois qu'il y a ovulation, c'est des symptômes qu'elle n'en avait pas avant. Donc à chaque fois sa période d'ovulation, elle a des douleurs atroces qui sont comme des crampes
au point ça entraîne même des pleurs parce qu'elle n'arrive pas à supporter sur une durée peut-être de 5 jours. Je ne sais pas si ça fait partie des symptômes d'un début de cancer. Je voudrais bien que le docteur m'édifie par rapport à ça. Et aussi, lors de sa période de menstrues, avant, je peux dire, si elle devait peut-être saigner le 9, elle commence à avoir des petits saignements le 5, avant le jour J. Ça peut être dû à quoi? C'est des symptômes que on en avait par avant. Donc, je voudrais bien savoir si ça fait partie également d'un début de quelque chose, soit parce que la personne va aller se faire consulter, mais il y a déjà la panique. Je voudrais bien que je profite juste de demander au docteur, ça peut être dû à quoi? Pour quelqu'un qui n'a jamais eu ce phénomène et qui aura toujours vécu dans la quarantaine et est inquiet. Il voudrait savoir un peu de quoi il s'agit. Il n'a pas consulté encore. À propos des métastases sur des cancers traités, est-ce que c'est possible de faire un cancer après ablation du sein? Oui. Si votre ablation du sein a été faite en zone malade, c'est-à-dire quoi? Lorsque on a par exemple une masse de 22, de 23, de 24, 25 cm, il est important que après le traitement et qu'on va vers la chirurgie, qu'on puisse faire l'ablation totale de la zone malade, mais aussi qu'on s'assure que toutes les bordures sont en zone saine. Si par inadvertance on vous a fermé la chirurgie en zone malade, forcément vous allez récidiver. Maintenant, pour ce qui est des métastases, lorsque on n'a pas fait de bilan d'extension, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas fait un scanner complet pour voir ce qu'il amène de vos poumons, de vos reins, de votre foie, de vos os, et qu'on ne sait pas, on a fini votre chimiothérapie, on a fini votre chirurgie, et puis un an après, vous continuez de maigrir, vous continuez de vous sentir mal, vous continuez d'être anémié parce qu'au stade de métastase, on a souvent, ce sont des cellules qui se multiplient de façon anarchique, elles consomment énormément les substrats de l'organisme, anémie sur anémie, anémie sur anémie. Si vous n'avez pas fait de bilan d'extension à l'avance et qu'on ne sait pas que vous avez déjà des métastases, forcément ces métastases vont continuer de vous ruiner la vie. De deux, lorsque vous avez donc des métastases, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un protocole. Parfois, après la chimio, qui vient faire fondre la masse et s'occuper de certaines localisations externes ou alors éloignées. Il y a la radio qui vient après pour brûler le reste de lésions. Et puis, votre troisième question qui était associée, c'était est-ce qu'un cancer qui a été traité peut récidiver? Oui, sur le sein comme trop. C'est pour ça qu'une personne qui a eu un cancer de sein doit faire de mammographie de l'autre sein tous les ans. Parce que quoi, je vous ai parlé du portage de certaines mutations génétiques. Lorsque vous êtes à l'étranger et que vous êtes diagnostiqué cancer de sein, vous avez droit à une consultation d'oncogénétique qui permet de typer non seulement la nature histologique du gène du cancer, mais aussi le gène. Est-ce que vous êtes porteur d'une mutation génétique ou pas? Ça voudra dire que même sur 3-4 générations, votre famille est à risque de cancer de sein. Donc vous pouvez faire très bien le cancer de sein l'année suivante, en 7 ans, en 3 ans, sur l'autre sein. Donc je pense que c'est toutes vos questions. Madame la Présidente qui revient encore sur les néos des hommes. Madame, vous n'avez pas répondu à la dernière, celle sur le cancer du col de l'utérus. Qui était? Oui. Ah, est-ce que ce sont les gens qui sont porteurs? Ah oui. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle Human Papilloma Virus. C'est un virus strictement humain qui est totalement bénin dans 95% des cas. Donc, on va le contacter. Si on n'a pas pu avec notre premier petit ami, on va l'avoir avec le deuxième ou le troisième. En général, dès les premiers contacts sexuels, on attrape ce virus. Il y a 167 sous-types de virus.
Certains sont à fort potentiel cancérogène, d'autres sont à très faible potentiel cancérogène. Lorsqu'on les attrape, ils restent là 1 à 2 ans, guérissent tout seuls. Dans 5% de cas, ça ne guérit pas. Et ça reste donc, ça crée des micro-altérations qui dans 3 ans vont devenir un stade précancéreux, premier, moyen, grade 3 et puis un cancer. Donc c'est un portal strictement. Ensuite, concernant les néodessins des hommes, sur cette image, on voit l'étendue des lobules. Donc en matière de quantité, les hommes ont 10 fois moins de lobules que nous. Maintenant, le cancer du sein le plus fréquent n'est pas un cancer lobulaire, c'est le cancer des canaux. C'est pour ça que lorsqu'on va avoir 60 cancers du sein, on aura 56 carcinomes canalaires et 4 carcinomes lobulaires. Ce qui fait déjà que chez la femme, même le carcinome lobulaire est assez rare. Chez l'homme, maintenant, où il y a soit cette mutation génétique, soit une perturbation endocrinienne qui entraîne une production d'œstrogène, pour qu'il se retrouve en train de faire un carcinome lobulaire, c'est un peu rare, je pense que c'est de l'ordre de 3% seulement. Alors que chez la femme, les chiffres sont totalement avérés. C'est un peu... Il y a le cancer de la prostate, c'est assez lourd. Donc, ce que je peux vous expliquer, c'est quoi? Il y a des femmes qui ont des ovulations douloureuses. Je ne sais pas si dans la salle il y en a qui avaient des ovulations douloureuses. Il y a des femmes qui ont des ovulations douloureuses parce que pendant l'ovulation, le follicule qui va rompre, ça se rompt, ça se déchire un peu pour laisser passer l'ovocyte. Donc il y a des femmes qui ont des ovulations douloureuses, j'en fais partie. Maintenant, lorsqu'on a une infection chronique, ce qu'on appelle le ver de femme, parfois au quartier, qui est une salpingite, donc on a la trompe qui se remplit d'eau. Pendant la période d'ovulation, il y a augmentation des sécrétions, production de labulaire et tout. Ça fait en sorte que cette zone-là se remplit encore plus d'eau. Cette trompe dilatée se remplit encore plus d'eau et ça fait très mal. Ça fait parfois chauffer un tout petit peu le soir pendant les 4-5 jours autour de son ovulation. Elle peut avoir aussi des pertes plus malodorantes juste après ce saignement et des saignements qui sont perturbés avec des petites taches juste avant. C'est plus des signes d'infection. Maintenant, son cadre de spotting, le saignement qui vient aussi en doute, il faut qu'elle fasse son police. Il faut qu'elle parte consulter. Il faut qu'elle vienne à plénitude, comme Samuel Abadi. Il y a une excellente gynéco là-bas. Vous expliquer mieux comment est-ce que ce processus-là se fait pour pouvoir vous protéger. Et comme la dame a posé la question, je vais me poser une question qui va dans le même sens que la dame. J'ai une amie qui avait fait consulter le conseil du col de l'utérus. Et c'était lors d'une campagne, et quand elle est arrivée là-bas, on lui a fait comprendre qu'elle avait un col de l'utérus qu'elle porte depuis l'âge de 12 ans. Au jour d'aujourd'hui, elle a 35 ans. J'aimerais savoir comment, depuis l'âge de 12 ans, elle n'a jamais manifesté de maladie. Jusqu'à cet âge, elle a toujours ce cancer. J'aimerais savoir comment ça se fait. Et maintenant, la deuxième question est de savoir, est-ce que la sécheresse vaginale fait partie des conséquences du cancer du col de l'utérus? Sur l'organisme, on a des endroits extrêmement salins quand ils sont propres. Le premier endroit le plus sale du corps, c'est la nuit. Deuxième, c'est la bouche. Troisième, ce sont les mains. Même quand les mains sont lavées, elles sont porteuses d'une multitude de germes. Envoyer son doigt, même si c'est avec un gel, même si c'est avec du citréal, même si c'est avec de floragel, n'importe quel gel hypohydralant et tout, à moins que ce soit un truc à pH neutre et même là je vais en prendre dessus, envoyer son doigt pour retirer quelque chose de son vagin, c'est perturbateur de la flore. La flore vaginale, c'est quoi? C'est un ensemble de microbes, de vitamines,
de sécrétion, d'acide, qui sont là pour jouer le premier rôle de défense de l'organisme. Lorsqu'on dit que lorsqu'on contracte un HPV, on en guérit tout seul. Pourquoi? Parce que la flore se défend, elle nous défend, elle est là pour ça. Maintenant, lorsqu'on vient avec le doigt tous les jours, on a l'impression de se débarrasser de cette saleté blanche-là et d'être propre. Mais en fait, on crée un terrain qui, dans 1-2 semaines, on aura les mycoses, on aura les démangeaisons, on aura les mauvaises odeurs. Et maintenant, pour réparer ça, on continue de nettoyer, ça devient un gros cercle vicieux qui débouche sur souvent de grosses infections chroniques. Donc, la toilette vaginale, c'est à bannir, c'est un no-way. C'est un no-way. La flore a sa place et elle est protectrice. Ensuite, vous avez demandé pourquoi 12 ans sans symptômes. C'était un cancer du sein. Cancer du col de l'utérus. Ça rejoint exactement ce que j'ai dit. Il faut 3 à 5 ans pour qu'un HPV entraîne une lésion de bas grade. 1 à 3 ans pour que le bas grade passe à moyen grade, ensuite le moyen grade à haut grade, ensuite le haut grade à carcinome micro-invasif, etc. Donc en général, quand on a des symptômes, on est déjà à un stade invasif. C'est ça, peut-être. La question de Madame Chuissa. Tété ne protège pas du cancer du sein. Ça protège. Tété ne protège pas du cancer. Tété, la succion du sein ne protège pas du cancer. Merci. Nous sommes délivrés. La succion ne protège pas du cancer. Ou alors la succion n'est pas un moyen de dépistage. Même vous voyez entre le geste de la succion et le geste de la palpation, les deux n'ont rien à voir. Les gars avaient appris ça. Voilà. L'allaitement maternel est une méthode de contraception lorsqu'on allait tous les 2 à 3 heures chaque jour. À partir du moment où vous commencez à allaiter 4 fois par jour, ça ne vous protège plus. Pourquoi? Lorsqu'on est allaitante, on produit 2 hormones, la prolactine et l'ocytocine, l'hormone de sécrétion du lait. Ce sont des hormones qui viennent perturber le fonctionnement des hormones ovariennes et qui vont vous empêcher de concevoir. Mais si vous jonglez avec l'allaitement maternel, ce n'est pas contraceptif. Ce n'est pas contraceptif du tout. Maintenant, en dehors d'allaitement, que votre mari vous suce les tétons, ça ne va pas vous faire de contraception du tout. Même si ça fait aucun mal. Mutuel, c'est tout. C'est juste pour un plaisir mutuel, c'est tout. Nos oreilles se reposent. La sécheresse vaginale vient souvent du fait qu'on nettoie avec les doigts. C'est souvent ça. La sécheresse vaginale vient du fait qu'on ait souvent plusieurs infections qui ont soit été maltraitées, soit on n'a pas été traitées du tout. Et parfois la sécheresse vaginale, c'est même un signe il y a une perturbation en bas, il faut que j'aille consulter. Maintenant, lorsqu'on ne consulte pas pour sa sécheresse vaginale, on devient un terrain un peu plus fragile, puisque toute la flore vaginale qui te protégeait, parfois même ça te protège contre certaines herpès. Toute la flore qui te protégeait n'est plus là. Et tu peux donc attraper tout. Syphilis, human papilloma, herpès génital, etc. Donc, tu peux avoir la sécheresse vaginale. Ce n'est pas être un cancer du col, mais elle t'expose à attraper des infections génitales. Parce que j'ai fait le tour de la 3e série de questions. Le cancer du sein me touche d'abord personnellement parce que j'ai ma tante qui a eu ça. Par la grâce de Dieu, elle va bien. Et j'ai une amie qui a encore le cancer du sein et elle souffre encore jusqu'à présent. Donc depuis là, j'écoute et je pense à elle. Je voulais poser la question. Donc, est-ce que quand tu as le cancer, tu peux encore concevoir, avoir un enfant, tu peux encore avoir un enfant?
c'est ma question. Après les interventions et les réponses du docteur, poser la question de savoir le virus, le papillomavirus, il se transmet par le sperme ou bien par le sang, la voie sanguine ou bien par le sperme. Et deuxièmement, je voudrais savoir aussi, tout à l'heure nous avons parlé de la toilette vaginale. Je sors un peu du contexte, excusez-moi. Est-ce que le fait de se faire lécher le vagin est hygiénique? Écoutez la prochaine question parce que voilà, cette question était sensationnelle. J'aimerais savoir quels sont les types d'aliments à consommer quand on est atteint du cancer. Et j'aimerais aussi savoir de quel cancer? Du cancer du sein. Et j'aimerais aussi savoir quel est le taux exact de l'alcool à consommer quand on est atteint. Tout à l'heure, il y a deux types de cancer. Un cancer qui est génétique. Et on veut savoir quel est le plus dangereux. Quel est le plus dangereux? Quand tu attrapes le cancer de manière génétique, le plus dangereux, parce que j'ai une amie qui est décédée récemment en avril du cancer du sein. Elle a attrapé ici, puis à son âme. Elle est arrivée à Montréal. 2 semaines après son arrivée à Montréal, on a dit qu'elle est complètement métastase. Donc elle est rentrée au pays et elle est décédée. Et après, j'ai appris que c'était génétique. Et c'est là où j'apprends que dans les deux cas, il y a un qui est mortel carrément. Pas dangereux, mais qui est mortel. Quand tu l'attrapes, surtout si tu n'as pas commencé les tests depuis, ça m'amène à la mort directe, peu importe ce qu'on fait. Donc je voulais savoir. Et savoir aussi, en ce qui concerne la chimio, c'est aussi, après son décès, que j'ai appris que la chimio est la cause. Quand tu commences la chimio, c'est ça qui te paralyse, qui te précipite, parce que, oui, je voudrais savoir, merci. Cancer du sein et conception. Est-ce qu'on peut concevoir quand on a un cancer du sein? Est-ce qu'on peut, oui? Est-ce qu'on ne doit pas concevoir? Quel que soit le cancer, surtout. Parce que la grossesse vient avec des hormones qui peuvent faire flammer tout ça. Donc, en général, lorsqu'on vous dépiste un cancer du sein, il y a même des situations où on demande une interruption médicale de grossesse si vous étiez enceinte. Parce que ça va faire aggraver la maladie. Sans compter que les traitements de cancer du sein sont des traitements toxiques. Ce sont des antimitotiques, c'est-à-dire que ils viennent tuer des cellules. Ils ne tuent pas les cellules de notre peau, de notre cœur, de nos yeux, de nos narines, du système digestif. Ils vont s'attaquer aux cellules cancéreuses, ils s'attaquent aussi aux cellules du fœtus, dont les traitements sont toxiques. Maintenant, lorsqu'on est en rémission de son cancer, lorsque votre médecin vous a déclaré que vous êtes en rémission complète, c'est-à-dire complètement guéri, et puis l'année suivante, vous allez faire une mammographie de contrôle. Au bout de 1-2 ans, vous redevenez comme une femme normale. C'est vrai que vous avez été marquée par un parcours exceptionnel, par une femme qui vous a fait traumatiser, mais oui, vous pouvez concevoir. Même si l'effet des chimiothérapies, ça abaisse fortement la réserve ovarienne. En fait, il faut peut-être tomber dans une infertilité. Parce que les traitements vont aussi diminuer la quantité de vos œufs, mais pas parce que vous avez un cancer, il ne faut pas concevoir parce que le cancer est compatible. C'est ça. La question de Madame du Congrès était de savoir est-ce que c'était une transmission sexuelle ou sanguine. Le HPV a la transmission sexuelle, mais il n'entraîne pas seulement le cancer gynécologique. Il entraîne aussi des cancers ORL, c'est-à-dire cancer de la gorge, cancer du larynx. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait plus de 160 types et parmi les 160, il y en a à peu près 5 qui sont très virulents et qui sont recherchés systématiquement quand on fait le test.
Et quand on fait votre test, on peut retrouver ceux qui sont à bas risque, on considère comme négatifs. Ceux qui sont à haut risque, on considère comme positifs. Les aliments à consommer quand on a un type de... Elle veut savoir si le virus est dans le... Je vous ai dit tout à l'heure que le premier endroit le plus sale du corps était la bouche, le deuxième était la bouche. Donc la salive contient une multitude de bactéries qui ne posent de problème que parce que c'est dans la bouche. Ça ne pose pas de problème, c'est seulement parce que c'est là-bas, avec les anticorps qui correspondent, avec la déglutition. Le fait de s'embrasser est protecteur parce que ça va de bouche en bouche. Ça vous permet de mélanger et puis de préparer votre organisme à affronter. Mais maintenant, venez perturber la flore génitale qui a sa composition, a son pH. Non. C'est souvent pour que si vous avez bien remarqué, quand vous le faites, et puis 4 jours plus tard, vous avez souvent des démangeaisons, des malaises qui n'étaient pas là. On appelle des malaises. D'accord. Maintenant, la question suivante, c'est quels sont les aliments à consommer quand on a un cancer du sein. En réalité, il y a une vidéo passée l'autre jour et qui disait il y a les poêles en aluminium qui sont de fabrication facile. Il y a les poêles métalliques qui sont recouvertes d'un enduit qui en fait des anti-adhésifs. Et à l'étranger, chez nous encore, on a la chance que les poêles en aluminium sont moins chères. Mais à l'étranger, tout ce qui est toxique, plastique, coûte moins cher. Et tout ce qui est donc naturel coûte plus cher. Et c'est ça, c'est que tout ce qui est perturbateur endocrinien est accessible. Vous voulez une boisson gazeuse, il y a le jus à 500, il y a le jus à 400. Vous voulez une boisson naturelle, on vous donne 33 centilitres de jus à 1000 francs, 1500. Quels sont les aliments à conserver, à consommer? Il faut privilégier les aliments anti-inflammatoires. Parce que l'inflammation, c'est quelque chose que lorsque c'est chronique, c'est comme quand vous avez une blessure qui chauffe. Donc, ou alors vous avez cogné le genou, c'est gonflé, ça chauffe. Au fur et à mesure, ça gonfle, parfois ça rougit, après ça noircit. Imaginez donc ce processus-là en permanence dans l'organisme, que vous ne voyez pas. Parce que quand vous voyez, vous commencez à faire attention au genou, vous le posez plus doucement, vous allez bander, vous allez chercher les glaçons. Mais quand vous ne voyez pas et qu'il y a une inflammation chronique permanente dans l'organisme, ça crée à la fin des déchets toxiques qui sont libérés par petite quantité et qui à la longue seront des perturbateurs endocriniens qui vont mélanger vos hormones, vous trouver et entraîner des états très cancéreux. Qu'est-ce qu'il faut consommer? S'il y a un aliment que je peux vous recommander, ce sera le gingembre, avec du coup de girofle, avec de la cannelle, avec du curcuma, avec de l'ail. Ce sont de petits dons. Dans vos petites recherches personnelles, essayez de chercher les aliments anti-inflammatoires qui protègent l'organisme. Vous allez vous rendre compte qu'on en a beaucoup à côté de nous, mais on ne s'intéresse pas forcément à ça. Lorsqu'on prend ça de façon quotidienne, peut-être une tasse de tisane le soir, une tasse de tisane le matin à jeun, au bout d'un mois, on se rend compte notre corps, on est plus à l'aise, on a moins de malaise, etc. Et le taux d'alcool. Ici, je vais peut-être vous donner une information qui va vous mettre mal à l'aise. En fait, il faut 4 verres d'alcool par jour pour augmenter son risque de faire un cancer du foie. Mais sérieusement, c'est écrit qu'à partir d'un verre d'alcool par jour, on augmente son risque de cancer du foie. Donc, à partir d'un verre d'alcool par jour, tous les jours, quel est le plus dangereux des cancers du sein? La première information importante, c'est que tous les cancers du sein sont dangereux. Dangereux, et parfois tout le monde n'a pas la chance de pouvoir être dans un bon centre de chimiothérapie
Après s'être même diagnostiqué, certains vont tourner 6 mois avant de commencer le traitement. Tout le monde, ce n'est pas accessible pour tout le monde. Maintenant, concernant la nature histologique des cancers, il y a ce qu'on appelle le triple négatif, qui est extrêmement agressif, c'est-à-dire que ça ne va répondre à aucun des 4 traitements les plus communs et les plus utilisés contre le cancer du sein. C'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on a fait la première biopsie, ensuite on fait les marqueurs hormonaux, on se rend compte que vous avez un triple négatif. On se dit, mince, elle est mal. Elle est mal parce que tout ce qu'on met comme traitement, on est sûr à 80% que ça ne va pas marcher. Et c'est génétique, parfois. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du portage de mutations génétiques. On ne fait pas de consultation morphogénétique au Cameroun, mais à partir du moment où vous avez une sœur qui a un cancer, rapprochez votre mammographie de 5 ans en avant. Donc, vous la faites à 40 ans, faites-la à 35 ans. C'est tout. Donc, je pense que par les effets secondaires de la chimie. La question c'était la chimie fait de molécules qui sont cytotoxiques. C'est pour ça que avant de faire une séance de chimiothérapie, on vous fait un assez gros bilan, comment fonctionne votre oreille, comment fonctionne votre foie, quel est votre taux d'hémoglobine de départ, est-ce que vous allez tenir sur cette séance. Parce que ce sont des médicaments qui viennent détruire les cellules. Ça vient avec des vertiges, ça vient avec des nausées, de fortes nausées, de la déshydratation, ça vient avec de la chute de cheveux, ça vient avec la dépression, ça vient parfois avec de l'anémie. Et en fait, avant chaque séance, on doit absolument s'assurer est-ce que son rein est OK pour continuer. Si ce n'est pas OK, on fait une pause, on évalue. C'est pour ça que les séances sont espacées, parce que c'est assez strong. Merci. Présenter son exposé en répondant avec brio, avec une intelligence lumineuse à toutes les questions des dames qui sont dans cette salle ce soir. Nous sommes fiers de cette interaction parce que ça prouve qu'on avait une oreille attentive et qu'on savait pourquoi on a quitté la maison aujourd'hui. C'était pour la causerie éducative. Merci d'applaudir encore bien fort le docteur Fila. Alors, le docteur Fila dit merci pour les réactions. Elle est agréablement surprise par les questions, par les réactions. Ça veut dire que les femmes sont vraiment, elles aussi, préoccupées par leur santé. Et ça fait du bien de le savoir. Alors, la soirée se poursuit, on a bientôt terminé. Ça, c'était le dernier point d'ailleurs. Il y aura la petite collation, sauf si je m'amuse tout à l'heure. Mais avant, il y a un témoignage qui sera fait. Par rapport à ça, parce qu'il y a des petits témoignages sous forme de questions, mais Mme Bangué va faire son témoignage parce qu'elle a été victime du cancer du sein. Non, pas du cancer. J'ai été opérée du sein. Elle était opérée du sein. On a soupçonné un cancer, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Mais avant ce témoignage, Mme Bangué, permettez qu'à notre tour, on essaie de faire quelques gagnants, parce que là, je vois les gens sont en train de dormir, tout ça. Durant l'exposé, je tiens encore à remercier le Dr Fila pour sa brillante présentation. Alors, on verra celles qui ont retenu ce qui a été dit ce soir. Ma première question, c'est entre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, quel est celui qui est le premier chez la femme? Le cancer le plus meurtrier chez la femme, le cancer aussi. Docteur, c'est correct? Elle a dit c'est madame. Madame Dikongue. Madame Dikongue qui est la première gagnante de la soirée. Alors la deuxième question, quels sont les 2 types de facteurs risques du cancer du sein? Quels sont les 2 types de facteurs
Et pour le temps, il faut le deux types de facteurs risques. C'est le facteur qui change le cancer du sang. L'alcool. Donc l'alcool, one. Le second one. Puis, le tabac, même n'est pas le tabac aussi, la cigarette. En fait, pour moi, les deux. Donc, alcool et tabac. Docteur, est-ce que c'est la bonne réponse? Vous avez été une bonne élève. Ce sont les deux types de facteurs risques du cancer du sein. Le type de risque de facteur du cancer du sein, c'est le facteur génétique. Dans les modifiables, il y avait, docteur? Donc dans les facteurs modifiables, maintenant on avait l'alcool, on avait l'obésité, on avait le style de vie, on avait l'utilisation de contraceptifs oraux. Voilà. Très bien. Mais on va vous avec la prochaine question. On va faire 5 gagnants ce soir. Vous savez qu'on va rattraper cette question. Allez. Deux types. Je ne vais pas encore poser la question. Elle est prête. Alors, je vais prendre celle-ci. Donnez tout simplement deux symptômes du cancer du sein. Deux symptômes. Deux symptômes du cancer du sein. Il y a les rougeurs, il y a la testule, il y a l'écoulement du liquide. Bon, je suis à la 3. Donc, la chose importante était que au stade précoce, il n'y a pas d'encore les symptômes. Mais effectivement, lorsqu'on a déjà les symptômes, on a la rougeur, on a la modification de la texture avec cet aspect qui est orange. On a également un enfoncement du mamelon, parfois même de la peau tout simplement. On a des écoulements, on a le nodule qui peut être dur et irrégulier, contrairement au nodule des formes bénignes, des tumeurs bénignes, qui sont parfois paysages, courbés, arrondis. Donc, pour la prochaine question, j'aimerais tout simplement avoir 2 moyens de dépistage du cancer du sein. 2 moyens de dépistage. 2 moyens de dépistage du cancer du sein. Ah, d'accord. Elle concentre quoi sur elle? 2 moyens de dépistage du cancer du sein. Elle ne connaît pas. L'autopalpation et la mammographie. Rattrapé. Quatrième gagnant. Alors, quatrième question. Toujours concernant le cancer du sein. Nous voulons 2 types de prévention du cancer du sein. Moi, c'est Mme Essomarez, une amie de la présidente. 2 types de prévention du cancer. Voilà. Les 2 types de prévention contre le cancer du sein, je pense qu'il faut se faire dépister chaque année. La voisine peut aider, hein? Oui, chaque matin devant notre miroir. Ok, d'accord. Une fois par mois. Oui, on va accorder bien fort le côté. Prévention primaire, prévention secondaire, prévention d'essai, c'était la réponse que vous attendiez, mais elle a détaillé en disant nous sommes la ce sont les autres facteurs de risque, l'activité physique. Voilà.
du col de l'utérus. Comment est-ce qu'on attrape le virus? Le cancer du col de l'utérus. Voilà. Correct. Alors, quelle réponse est correcte? C'est la première question. Rapport sexuel. Bon, elle a dit à peu près la même chose. Elle le une précision. D'accord. D'accord, ça fait 5 gagnants pour 5 lots. Elle est très facile. Je te rattrape, d'accord? Alors, cancer du col de l'utérus, maladie sexuellement transmissible ou infection sexuellement transmissible. Madame ici. Elle a dit qu'elle se rattrape. Moi, je n'avais pas compris la réponse. Elle dit infection. Voilà, c'est tout. C'est aussi un moyen pour nous de savoir que vous avez retenu. À la maison, vous rentrez, vous allez aussi jouer le rôle du médecin en partageant, en enrichissant. Et c'est que du bonheur, tout simplement. Okay, merci Manu, on va aller chercher les lots des différents gagnants. Je les invite à nous rejoindre ici, mais pendant ce temps, Madame Bangué, que voici, qui a été opérée. Madame Bangué. Bonsoir les dames et merci encore de me passer la parole. Mon témoignage va beaucoup plus dans le sens de la sensibilisation. Je viens sensibiliser mes sœurs par rapport à l'autopalpation et la consultation. Il y a de cela 5 ans, je me faisais opérer du sein. Rien ne présageait que j'avais mis dans le sein. J'étais réveillée un matin, je suis allée rencontrer mon gynécologue pour des besoins personnels. Après une échographie endovaginale, il m'a posé une question aussi simple, aussi banale. Est-ce que tu as fait ton autopalpation? Je lui ai dit non. Est-ce que tu savais même comment est-ce que ça se passait? Je lui ai dit non. Et il m'a fait l'autopalpation et il a découvert que j'avais une boucle dans le sein. Dieu merci pour moi, la prise en charge a été rapide. La semaine qui suivait, je me faisais opérer. Et après l'opération, on a soumis la boule, le nodule à une biopsie. Donc on a fait la biopsie et Dieu merci pour moi, c'était un nodule bénin. Donc je sensibilise ici aujourd'hui de faire l'autopalpation. C'est très important parce que moi je ne savais pas ce que c'était. Et si je n'étais pas allée chez le médecin ce jour-là, peut-être que la boule allait progresser, peut-être allait se transmettre en autre chose. Dieu merci pour moi, tout s'est bien passé. Donc vraiment, autant qu'on peut, consultons, faisons l'autopalpation, ça aide. Merci. Concis, précis, mais très très édifiant. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, l'autopalpation va devenir votre exercice préféré. C'est-à-dire qu'il faut faire ça tout le temps, avec le père, bien sûr. Si le père peut aider chaque étape, il faut l'inviter. Ses doigts doivent servir à quelque chose. Donc, l'autopalpation est comme Doc l'a dit tout à l'heure, l'une des méthodes de prévention, c'est que plus le traitement est tôt, mieux c'est. N'est-ce pas?
quoi? Donc, le contenu, c'est un surprise. Est-ce que c'est Madame Fébi? Est-ce que vous avez... Et c'est l'eau vient tout droit du Canada, d'un océan à l'autre. Donc, c'est un eau qui a traversé l'océan Atlantique. Là. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Ah, ça oui. Dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, on me fait danser, on en soit plus. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Merci, merci. Là. Madame Fébi a procédé à la remise de tout le. Attention, ce sont des lunettes de soleil d'une valeur de 1000 $ canadiens. Attention, ces lunettes sont comme de longue vue, ça protège les yeux, mais ça vous permet aussi, genre, de vous protéger contre le violent soleil de doigts là, quand vous êtes dans votre voiture, ou quand vous avez pris la moto. Défilé de mode, vous voyez, ça c'est Miss Curvy Model, plus size modèle. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Regardez comment elles sont jolies, bien en chair, avec les belles formes, les belles rondeurs africaines. Ah ouais. Voilà. Ok. Alors? Qui siège? Dame solidaire. Mettons-moi en condition, s'il vous plaît. Raclez les voix, raclez. Voilà. La première voix, c'est de quel côté là? Tout uni. 1, 2, 3 et chante. Tout uni. Main dans l'âme, main dans solidaire, ne faillira pas. Tout uni. Main dans l'âme, main dans solidaire, ne faillira pas. Dame solidaire, oui, oui, oui. Dame solidaire, oui, oui, oui. Dame solidaire, ne faillira pas. Dame solidaire.
dames d'honneur, les dames de Léo Sport, c'est bien cela. Hein? Sans oublier les dames dynamiques. Merci pour votre courtoisie, mesdames. Merci pour votre présence, les femmes d'honneur. Parce que grâce à vous aussi, cette soirée était un succès. Comme je vous disais, c'est une série d'activités pour, en fait, valoriser ces 10 ans d'existence de ces jeunes dames qui sont parties de rien. Move from nothing to something. To nobody to somebody. To nobody to somebody. Alors, ça mérite d'être célébré. La suite prévoit le 18 janvier la soirée de gala. Et comme j'ai dit, aujourd'hui c'était du sérieux, mais ce soir-là, ça va péter. Très mal. Elle est très mal. Une fois très fort. Alors, bienvenue à la collation. Madame Féline, comment ça va se passer? Vous avez le micro. Ok, la collation c'est sur place, mais sans l'heure de jeu. Je pense que le service va passer servi par table et puis la boisson. C'est rien de grand, c'est juste pour essayer de remuer la bouche parce que nous sommes dehors depuis le matin. Nous étions d'abord pour notre culte d'action de grâce à la cathédrale. Ensuite, nous sommes arrivés ici. Donc, je suppose que nous avons l'estomac creux. On va essayer de se mettre quelque chose. Bon appétit à tout le monde. Merci de votre présence et que Dieu bénisse tous qui sont ici et nos familles, que tout le monde rende le ciel et sauf, et que Dieu bénisse dans ce lieu. Je rends grâce à Dieu. Toutes les merveilles dans la maison dans ce lieu. Merci. Et malade à l'hôpital Lacantini et remise des dons. Et 18h ce sera, bon, on va à la 20h la soirée, mais bon, moi je dis 18h parce que... Alors, Bibi, alors. Le repas. Ils sont même pas venus vers moi. Bon appétit.
Avec la ceinture de la place. Au-dessus de la classe.